Super, ça fonctionne. Désolé, on vous a demandé tout à l'heure de garder vos questions pour vous, donc je pense que vraiment ça va être le moment. On va attendre que Cyril nous rejoigne. Si tu veux bien. Si tu veux bien, ouais. Donc voilà, la règle du jeu pour ceux qui sont arrivés en retard, juste pour vous le dire. C'est une table ronde, c'est fishbowl, le terme technique officiel pour ça. C'est en gros, il y a toujours une chaise vide. Si l'une ou l'un d'entre vous a envie de répondre à une question qui a été posée ou pense avoir un point de vue qui vaut la peine d'être partagé, n'hésitez pas, vous venez, vous asseyez sur la chaise vide, et l'une ou l'un des personnes qui seront assises sur les chaises existantes devra se lever pour laisser à tout moment une chaise vide. C'est clair pour tout le monde la règle du jeu ou pas? Ouais, cool. Questions. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Il a une question. Bon, vas-y, c'est avec le micro. Ok. J'avais une question pour ton talk, Arnaud. Quand tu as parlé de découper les deux traits, ça avait l'air facile, mais après, dans l'entreprise, en termes de responsabilité, c'est qui, selon toi, qui doit gérer ça? C'est une question difficile. Ah, attends. La question, c'est qui doit dessiner les traits ou qui doit être dans la salle. Parce que là, par contre, on peut avoir des personnes différentes. Si l'architecte a envie de s'occuper, il peut dessiner les traits. Ensuite, les gens qui ont le droit de discuter de ce qui va être fait d'un côté et de l'autre du trait, ce sont les équipes de dev. J'ai un principe assez simple, c'est qu'à partir du moment où il y a des décisions qui impliquent de la production, il n'y a que les gens qui sont chargés de cette même production qui ont voix au chapitre. Les autres, ils ferment leur gueule et ils s'occupent autrement en faisant faire chier les équipes. Vous voulez compléter? Une question? Je vais compléter la question. Okay, je me rappelle la question, c'était aussi qui c'est qui gère la partie centrale de l'organisation. Ah, merci. Bon, ça par contre, c'est une vraie question. La partie centrale, en gros, c'est le consommateur qui va s'en charger. Généralement, en fait, on est toujours dans une logique en fait, de consommateur-fournisseur. Voilà, il faut vraiment se rappeler un peu l'exemple de PayPal ou ce genre de choses. Quand on interagit avec une API, on est très souvent consommateur de cette API. Et donc là, en fait, il faut réussir à déterminer quel est le côté qui est consommateur. Généralement, c'est assez évident. Hein. On aperçoit assez rapidement qui fournit son métier d'origine et qui est en train d'utiliser ce métier d'origine pour augmenter son propre métier. Donc c'est le consommateur qui maintient le truc du milieu. En toute rigueur, sur le petit diagramme avec les petits caca à la fin que je vous montrais, là, les gateways, c'est un exemple où j'utilise un truc externe et donc je le map pour qu'il apparaisse chez moi tel que j'ai envie qu'il soit. Et alors par contre, en général, c'est le consommateur, mais il existe quand même un cas dans le Blue Book, je vais faire la voix d'Eric Evans ce soir. Dans le Blue Book, quand ça peut aussi arriver que ce soit celui qui propose un service qui le mappe pour découpler son intérieur de son extérieur, et donc il va mapper son implémentation interne. On va mapper notre implémentation interne avec celle qu'on expose à l'extérieur. Donc par exemple, une base de données qui utilise en interne un certain modèle qu'on ne connaît pas, expose en SQL pour tous les consommateurs. Et donc ça évite de coupler directement ses entrailles avec ses clients. Donc Eric appelle ça un publish language. Et donc c'est l'équivalent d'un anti-corruption layer, mais du côté, de l'autre côté, dans l'autre sens. Anti-corruption layer, en général, c'est pour celui qui s'en sert, effectivement, mais dans l'autre sens, c'est ce que je propose, se découple aussi. Voilà, juste pour être pédant. Mais j'avais raison. Alors, on est déjà dans tous ces contextes mapping, hein, dans ces questions, donc ça peut devenir très abstrait à la fin. Ouais, je peux parler sans. Vous avez des exemples d'ateliers pour faire émerger les métiers quand parfois c'est un peu compliqué? Alors, event storming, carrément, c'est sûr, c'est une base. Après, s'ils n'ont pas envie, déjà, c'est vrai que c'est un truc à savoir vite pour sortir. Mais sinon moi j'aime ça le faire, donc en fait j'aime bien le faire. C'est vrai que je ne sauve pas. Et donc les ateliers, c'est finalement toutes les heuristiques que j'ai citées ici, c'est la boîte à outils que j'utilise en conseil pour des clients pour faire le tour assez vite de leur système. J'en ai oublié un quand même, c'est un peu con, mais c'est que le système qui marche déjà aussi montre un peu des contours, des pointillés, et notamment
les équipes qui l'opèrent sont souvent déjà une idée assez précise de plein de trucs. Donc, souvent, elles ont plus qu'une idée. Donc la difficulté, bien sûr, c'est de se faire une opinion sur ce qu'on préfère, en comparant justement avec tous les autres. Et c'est là où, vraiment, c'est vrai que les consultants ont un peu d'avantage là-dessus. Je suis en train de complètement vendre, mais les consultants qui vont d'une boîte à l'autre comme des abeilles, effectivement, on compare plus de systèmes entre eux. C'est vrai que c'est sûr que c'est un avantage. Non, juste renforcer que sincèrement, l'event-storming reste effectivement un des moyens les plus efficaces de l'avoir. Je vais juste rajouter un tout petit élément, en fait, c'est que des fois on peut avoir peur en fait, de demander aux experts métiers de venir bosser avec nous. Dans la majorité des cas, ils vivent l'expérience de manière plutôt positive parce qu'ils se disent enfin, ils sont en train de comprendre mon métier. Vous savez, je vais enfin avoir un logiciel qui ne fait pas n'importe quoi. Donc souvent, ils sortent de ces ateliers plutôt contents. Voilà. Même si par contre, ils peuvent arriver avec, voilà, il faut des fois déployer une certaine force de conviction. Et quand vous lui expliquez que ce qui va partir en prod, c'est ce que vous avez compris, ça motive. Et parfois le métier, c'est-à-dire dans l'échange, il est plutôt vers la solution plutôt que le besoin. Et là, ça n'aide pas trop l'équipe technique de développement. Là, ça fait partie du métier du développeur aussi, de lui rappeler que le développeur, il est là pour faire la solution. Et que donc, l'expérimenté, il est pour là pour parler du domaine du problème. Et qu'il n'est pas là pour nous expliquer comment est-ce qu'on va organiser la base de données. Voilà. Et s'il insiste lourdement, je vais lui proposer de venir le développer à la place. C'est l'architecte qui dit comment aussi de place. Mais aussi, ça dépend du process. Parfois, il y a des process qui ne facilitent pas. Si on reçoit le besoin, je ne sais pas, en Scrum ou en Agile, parfois, si on reçoit un besoin en Story ou des trucs comme ça, on n'aura pas nécessairement le domaine driven development, c'est-à-dire on n'aura pas le recul métier et ça complique encore J'aurais juste quelque chose à ajouter par rapport à la première question. La première question, du coup, si le métier vous le forcez du coup à sortir d'une zone de confort où il y a certains métiers, effectivement, ils aiment bien parler de la base de données parce que c'est du chariot de l'Excel et qu'en gros, ils se disent que vous allez juste leur industrialiser ce truc-là. Déjà, si vous leur parlez d'événements et de ce qui se passe dans l'application, tout de suite, ils sont plus dans leur zone de confort. Des fois, ça peut être problématique, hein, d'ailleurs, pour mener à bien les storming, parce qu'ils vont se braquer, quoi. Mais en tout cas, c'est une façon, je pense, d'éviter de parler trop de solutions et de parler un peu plus de ce qui se passe dans l'application. Et pour répondre à la deuxième, j'aurais tendance à dire que j'ai un exemple comme ça dans une grosse boîte à Lyon, où Emilien, donc un collègue sur Lyon, ce qu'il a fait, c'est qu'il y avait ça, il avait des gros batchs, c'était de l'agile vite fait quand même. En gros, il y avait des sprints de spécification, des sprints de développement et des sprints de test. Alors, les développeurs, ils faisaient que des sprints de dev, évidemment. Et du coup, ce qu'ils demandaient, c'était moi, je ne comprends rien aux spécifications. Donc, il leur a proposé, au lieu de faire une présentation au début du sprint de ce qu'il y avait à faire pour ce sprint de dev, il leur a proposé est-ce qu'on peut faire un brainstorming et en discuter. Et c'est plutôt bien passé, c'est presque même institutionnalisé en tout cas pour son équipe. Je ne sais pas s'il a réussi après à faire passer le message et si ça a perduré, mais c'était assez intéressant. Et les spécifieurs ont même plutôt bien pris l'exercice. C'était loin d'être encore le métier qui est en direct, mais c'est intéressant. Juste sur ce point, je vais rajouter 3 éléments. Le premier, c'est que si vous n'avez pas un accès direct aux experts métiers, vous ne faites pas de l'agile. C'est par définition. Vous êtes censé avoir un représentant du client quand on fait de l'agile. La deuxième chose, en fait, c'est que quand on est face à des process extrêmement lourds et relous, il y a 2 façons, on va dire, de réagir. La première, c'est d'appliquer à la lettre et d'attendre que la boîte se bloque. Parce que n'importe quelle entreprise, si on se met à appliquer tous ces règlements à la lettre, c'est mort. Donc si on sent que ça arrive vite, c'est assez pratique parce qu'en quelques mois, il n'y a plus du tout de développement. Donc les gens commencent à gueuler et là, on peut commencer à dire, en fait, peut-être parce que vos process, c'est de la merde. Voilà. La deuxième solution, c'est de voler en annuaire de l'entreprise. Là-dedans, il y a les numéros de poste. Et souvent, quand on arrive à appeler la personne en direct, elle est assez contente en fait, de pouvoir répondre effectivement à des demandes de précision.
n'existe pas, par rapport à ce que tu viens de dire. On m'a raconté, je ne sais pas si c'est vrai, c'est dans un bouquin sur les décisions absurdes, que les contrôleurs aériens n'ont pas le droit de faire grève, vraiment. Donc en fait, leur seul moyen de faire un bras de fer, c'est d'appliquer le règlement à la lettre. Et là où il n'y a pas de discussion, là où il n'y a pas de négociation, là où il n'y a pas d'humain, on applique les règlements à la lettre. En général, c'est là où ça commence à bloquer. Il faut savoir que cette technique, elle a été notamment codifiée par un mec qui s'appelle Alinsky, qui a écrit un très très bon bouquin qui s'appelle Rules for Radicals. Voilà. Donc, les règles pour être radical. C'est un des points, justement, c'est de dire appliquer le règlement de votre ennemi à la lettre. Bon, bref, des fois il faut désobéir, mais j'aime bien l'expression d'Yannick qui est de faire de guérilla des DD. Des fois on n'a pas l'autorisation, on fait ce qu'on peut et on essaye quand même de faire bouger les lignes en allant un petit peu au-delà de ce qu'on a le droit de faire, c'est sûr. Non, c'est pas pour répondre, c'est plus une interrogation. Ça m'arrive de proposer des brainstorming, ça m'arrive dans facilité, donc avec les équipes avec les boss. Souvent, j'ai à entre guillemets demander la permission à des décideurs pour le faire. C'est-à-dire bloquer toute une équipe pendant une matinée ou une après-midi, parfois il y en a que ça gêne, donc il faut que je demande la permission. Souvent, le truc qui fait débloquer, c'est ils me demandent ok, mais en sortie, j'ai quoi? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Rien. Voilà. Je vais leur rajouter en fait models are useless, modeling is everything. Voilà. En gros, que c'est en fait ce que l'on va faire qui est important parce que l'on pourrait produire. Et puis après, en fait, c'est juste que j'évite de demander l'autorisation et que j'essaie juste de leur dire en fait, les mecs, je suis avec vous en train d'essayer de produire le meilleur produit possible. Donc voilà, en fait, on a tous le même objectif et je ne suis pas en train de vous faire chier pour le plaisir en fait à bloquer l'équipe de dev pendant la matinée. Comme ça? Oui. Après, je ne sais pas si c'est drôle de bosser avec moi. Mais voilà, c'est ce que je disais avant. En fait, alors vraiment, en plus, il faut savoir que j'ai arrêté parce qu'entre-temps, on s'est fait ailleuré, là, voilà, donc on s'est fait intégrer dans un autre groupe. Mais effectivement, quand je faisais de l'accompagnement, il y avait un deal très simple, c'est qu'au début, on disait, bon, moi, je vais venir bosser 3 jours avec vous. Au bout de 3 jours, on voit si on le supporte. Voilà. Et donc, c'est pas vous qui décidez si vous voulez bosser avec moi, c'est aussi moi qui décide si on a envie de bosser avec vous. Et donc, mécaniquement, tout de suite, on s'ouvre des perspectives. D'ailleurs, pour leur dire, non, mais les gars, si vous m'avez choisi, vous en avez aussi accepté les conséquences. Parce que les 3 premiers jours, je n'essaie pas de leur donner mon meilleur visage. En fait, des 3 talks, j'ai compris que vous proposez une refonte fonctionnelle. Je m'explique. En fait, à la base, on a un legacy monolithe que une nouvelle fonctionnalité, ça prend, je sais pas, 3 mois. Et du coup, les développeurs ils proposent une migration technique vers les microservices. Et voilà, et que donc il faut, et ça devient plus une refonte fonctionnelle. Donc le développeur il continue à s'éclater en attendant une refonte fonctionnelle. Alors, je n'oserais pas. Je ne vais pas parler forcément de la refonte fonctionnelle, parce que peut-être que j'en parler. Voilà. Moi, j'ai juste envie de faire un rappel, c'est que j'ai l'impression qu'on a tous intégré qu'un système qui est ancien, il est censé être pourri. Alors que, dans la théorie de comment on devrait faire du logiciel, plus le système est ancien, plus il est stable. Parce que plus on a pu passer de temps dessus à le stabiliser, à trouver des corner cases débiles, à les fixer. Donc en fait, normalement, un logiciel qui est ancien, qui a des emballages, il est censé être rock solide en fait. Alors, c'est juste une... J'aime bien ton approche toujours. Ça devrait être vrai. Non, c'est vrai que le Legacy a toujours plein de bonnes nouvelles. Hein. Déjà, il rapporte plein d'argent, sinon on pourrait le débrancher. Donc oui, c'est un problème de riche, le Legacy. Donc c'est vraiment des bons problèmes à avoir. Après, refonte fonctionnelle, oui, pourquoi pas, mais surtout, et c'est là les contours, et comprendre, identifier des domaines et des sous-domaines, c'est vital. C'est que, microservice ou pas, refonte fonctionnelle, surtout, on ne refond pas tout. On refond la partie qui doit vibrer le plus parce qu'on a grande ambition 2020 sur changer, on doit rattraper un concurrent qui est parti 2 ans d'avance. Et donc, c'est la roadmap, on regarde où est la roadmap, oh là là, il y a un gros paquet de trucs qui tournent autour de tout ce qui est fonctionnalité de calcul de ceci ou de différenciation de cela. Ok, c'est la zone métier, donc le domaine qui englobe le plus gros de ça, c'est ça qu'on va reprendre et qu'on va peut-être pourquoi pas refaire.
mais à condition que ce soit pas gros, pas trop gros quand même. Genre, je sais pas, 1000 jours, c'est peut-être acceptable, mais au-delà, on prend des gros risques. Donc c'est super important de rester micro aussi quand on réécrit, indépendamment de microservices. Donc c'est aussi mon expérience, c'est donc le pattern qui va bien, c'est Strangler Application, et effectivement, un microservice en Strangler, ça marche pas trop mal. Mais par contre, il faut bien avoir conscience que tout ce qui est synchronisation avec l'existant, donc tout ce qui est câblage, va coûter très cher. C'est-à-dire si votre front va coûter 1, le câblage va coûter au moins 1,5 en plus. Ça, c'est un truc à dire dès le départ, parce qu'il faut que tout le monde, tous ceux qui payent surtout, aient conscience que c'est une vraie difficulté à rajouter. Tu peux rappeler ce que c'est que le Strangler? Alors, le Strangler Application, c'est un pattern de Martin Fowler, bien entendu, puisque Martin Fowler catalogue l'univers. Et donc, c'est un pattern qu'il a inspiré à partir des lianes dans la forêt qui grossissent, qui grandissent autour d'un arbre, autour d'un tronc d'arbre, elles grandissent et elles prennent la forme du tronc d'arbre, et puis aussi elles étranglent l'arbre. Progressivement, elles le tuent. Et à la fin, l'arbre meurt, il se décompose, il ne reste plus que les lianes qui ont pris la forme de l'arbre, et l'arbre disparaît. Donc c'est une idée assez agressive, effectivement, l'image en français, étranglement, c'est un peu délicat. Mais c'est quand même l'approche qui consiste à dire on va reconstruire un truc qui fait pareil que l'existant, enfin qui va plus loin même, et qui on le fait à côté, propre, évidemment on le fait avec tous les DD, hein, TDD, BDD, parce qu'on a envie de dire pourquoi pas des DD si ça vaut la peine, en général ça vaut la peine puisque c'est la roadmap. Et on le fait tout parce qu'on veut avancer vite aussi, donc on met tous les DD. Et puis on l'intègre avec l'existant à, si possible, à pas trop d'endroits, dans un système vraiment legacy, pas trop d'endroits, ça veut dire 3, 4, mais c'est déjà pas mal, donc faut pas rêver, hein. Trouver l'endroit où on pourra tout mettre, des fois il n'y en a pas. Et puis on le reconstruit et quand il devient suffisamment feature complete, on peut débrancher l'ancien, effectivement tuer l'ancien. Dans mon expérience, on finit jamais le travail, parce qu'une fois qu'on a réussi gros projet 2020, il y a un nouveau gros projet 2022 et qui prend tous les budgets et on finit pas le travail. Mais c'est pas grave, en fait, on a qu'à le livrer et on a gagné. Moi, je vais juste rajouter un tout petit point d'attention quand on prépare une refonte. Ne faites jamais votre refonte en étudiant le logiciel tel qu'il existe à l'état actuel. Parce que souvent, il représente une vision complètement pourrie de la réalité. Et donc, c'est très, très, très important qu'avant qu'on démarre une refonte, on aille rediscuter avec le métier pour retrouver quel était le métier original qui était censé être exprimé. Parce qu'on voit beaucoup de projets de refonte qui ne font pas cet exercice et qui se transforment, on essaye en fait de se transformer en archéologue du code pour comprendre ce que ça pouvait bien faire il y a 10 ans, et c'est vraiment catastrophique. Je voudrais faire un complément justement sur la question là, de la refonte, de legacy. Ah, pardon. Moi, je peux partir. Je vais me chercher une bière. En fait, ouais, donc c'était sur la question effectivement de la refonte. Et je crois que c'est Eric Evans, alors je ne sais plus s'il l'a écrit ou s'il l'a dit, je ne me rappelle plus trop, mais ce que j'aime bien comme citation, il disait en fait le design ça a un coût. Donc, faut pas se leurrer, effectivement. Donc, faire de la refonte, faire du microservice, que ce soit du design d'ailleurs, du DDD ou du design technique, faire de la qualité, c'est un coût. Et ça, je pense que c'est important de ne pas l'oublier. Et en fait, il y a un outil que je trouve très sympa dans le DDD, ça s'appelle la distillation. C'est partie des concepts dans le côté stratégique. La distillation, en fait, c'est de dire, effectivement, dans notre domaine, on va avoir différentes parties. Le domaine support. On va démarrer plutôt par le cœur du domaine, justement. Ce qui nous intéresse, c'est que ce cœur du domaine, comme le disait Cyril, c'est lié à la stratégie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est chaud en ce moment, qu'est-ce qui, en gros, devrait rapporter de l'argent à la boîte dans le futur. Et donc, la question à poser, c'est effectivement, quelle est la stratégie à un instant T de la boîte. Et le cœur du domaine, normalement, se dirige de ça. C'est-à-dire que c'est là où il faut passer, effectivement, du temps, la qualité du temps. Ensuite, il y a le domaine du support, où là, c'est effectivement des systèmes qui peuvent être legacy. Exemple classique, dans la banque, la tenue de compte. Vous ne pouvez pas avoir de banque sans tenue de compte. Par contre, effectivement, c'est pas là où va se créer l'erreur. On va débattre effectivement du cœur du domaine de la banque en ce moment, voilà, avec le new banking, etc. Le blockchain, voilà. Merci. Voilà. Tu vas démarrer. Et donc voilà. En complément sur le legacy, identifier déjà effectivement ce que c'est du cœur du domaine du support, parce que lors du legacy, effectivement, on essaie de maintenir entre guillemets en vie à moins de coûts.
pour moi, c'est une stratégie complètement acceptable. Également. Enfin, on dit souvent entre nous, enfin, effectivement, on veut faire du code avec le logiciel, le design. Ok, super, mais effectivement, quel est le. Enfin, pas oublier effectivement le point de vue business derrière. Il y a une stratégie. Enfin, justement, il y a le monde du business derrière. Et l'outil de la distillation, bah, vous allez voir, parce que c'est clé. Une bière offerte à chaque personne qui se Ah, justement. Vous avez compris, si vous voulez dire, vous venez. Hein. Une question là, Dan. Yep, c'est par rapport à ce que disait Cyril. C'est vrai que ça peut être un problème de riche, en fait, le legacy, mais je ne suis pas spécialement d'accord. Parfois, le legacy est une telle dette qu'en fait, elle t'appauvrit. Et elle t'appauvrit à un point où, en fait, tu ne vas pas pouvoir investir sur d'autres éléments techniques. Ce que je veux dire, c'est on a tous travaillé chez des gros comptes, enfin, du moins peut-être pour certains, où en fait, le legacy plombe les comptes d'un projet, on n'a pas de budget, on vit avec la dette et on n'arrive pas à sortir de nouvelles fonctionnalités. Donc je pense que, alors je ne vais pas parler des DDD, mais le contexte de Cyril était particulier, peut-être par rapport aux consultants que nous sommes qui pouvons aller de boîte en boîte vendre notre expertise pour essayer de les faire sortir de là de manière impossible. Désolé, je l'ai dit. Mais je préfère juste remettre cet élément en valeur parce que c'est quand même extrêmement problématique. C'est pas une question, c'est plus une information par rapport à Cyril. Et comme je gagne pas de bière, je vais prendre du rouge. Voilà. Ce que je dirais, du coup, c'est finalement le legacy, il fait ce qu'il faut à un moment donné. Et le problème que tu es en train de décrire, c'est parce qu'on veut changer quelque chose dans ce que fait le logiciel, la valeur qu'il apporte, et à un moment donné, on veut changer quelque chose. Et on veut changer quelque chose, et pour le changer, c'est tellement compliqué que là, le legacy commence vraiment à être un problème. Juste le débugger. Et du coup, ouais, alors là, effectivement, on a un gros problème, effectivement, c'est-à-dire que là, il ne marche même pas. Hein. Voilà. On partait du principe quand même qu'il y a pas mal de legacy qui marchent. Moi, j'ai une question, il y a certaines personnes, dont quelqu'un qui a écrit un livre bleu, qui disait les frontières logiques d'un modular, monolithe, elles tombent très souvent. C'est-à-dire que très vite, le spaghetti revient, etc. Et que les microservices, ça peut être une stratégie de mettre des barrières un peu plus fortes pour éviter d'aller tirer des câbles entre telle préoccupation, telle entité, tel comportement et tel autre. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté aussi? Ces frontières-là disparaissent, elles sont assez ténues, les frontières logiques d'un modulaire monolithe? Le problème, en fait, c'est qu'en tant que développeur, on est tous un peu des connards. Avec une flemme parfois assez monumentale, et donc effectivement, quand on a tout colocalisé, si jamais on peut juste aller tirer un câble d'un service à un autre, bah, on le fait. Et donc oui, par contre, ça demande une très très grande attention de la part de toute l'équipe de ne pas s'autoriser à passer les frontières. C'est un point qui est essentiel. Parce que sinon, effectivement, dans l'espace de 2 semaines, vous pouvez juste abandonner l'idée d'avoir quelque chose de bien. Surtout à 60. Surtout à 60. Même à 5, ça marche quand même. Même tout seul. Il y a d'ailleurs des outils qui existent justement pour vérifier justement les frontières logiques. Je pense que c'est le rôle d'un architecte, justement d'un designer de définir les frontières et surtout, je suis en train de dire, en fait, la difficulté, c'est pas de définir une architecture, c'est de la faire respecter. Et donc ce découpage, comment on le renforce? Alors ça peut être justement par un découpage en module vanille, il y a plein de moyens de le faire. Mais je pense que poser la question, comment je renforce ça avec les discussions. Une astuce du point-là, par exemple, c'est l'analyse en fait, du nom des packages. En fait, si je demande des choses qui sont dans des packages qui s'appellent domaine, par exemple, ils sont censés ne pas avoir connaissance de trucs qui sont dans d'autres packages que le leur. Voilà, donc, on peut avoir des analyseurs statiques qui automatiquement détectent ça et on va envoyer un mail d'insulte au mec qui a fait la même commande. En fait, moi, je vais c'est la règle. Pas bien pour soda, ensuite. Que les frontières du coup se floutent au fur et à mesure, peut-être que ça c'est naturel et c'est normal, peut-être que ça sera voulu, parce qu'il faut itérer aussi dans le design, il faut accepter que les frontières bougent. Par contre, pour essayer de s'assurer qu'elles sont respectées aussi longtemps que nécessaire, des trucs assez simples, j'ai déjà eu des collègues qui se sont amusés à faire des scripts ou shell, qui du coup sont plugués dans la CI,
et juste bloquer en fait des déploiements, par exemple, si certaines frontières étaient dépassées, alors que ce n'était pas accepté en fait. C'est pas compliqué du tout. Donc, si tu vas voir les imports, c'est un peu ce que tu disais, l'analyse statique ou autre. C'est juste tu regardes les imports, tu regardes certaines frontières si elles sont franchies, et tu dis non, en fait, ça passe par un truc qui a été violé. C'est pas compliqué. Ça marche. Et effectivement, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, le fait qu'une frontière soit, entre guillemets, qu'il y ait une volonté de la passer, souvent c'est effectivement le signe qu'on est en train de découvrir de nouveaux éléments du métier, et donc c'est l'occasion effectivement de la redéfinir. Et là par contre, il faut aussi faire aboutir son refactoring, c'est-à-dire qu'il faut déplacer la frontière, mais réellement. Il ne faut pas juste dire on met un truc, on le passe dans un coin en disant ça passe. Il faut réellement aller déplacer le code, le réorganiser et prendre le temps de reconstruire une hard boundary sur ce que l'on vient d'intégrer ou de déplacer au niveau du fonctionnement. Ce que j'ajouterais du coup juste sur ça, en l'occurrence en ce moment je le vois, même si on est très nombreux, donc on a fait un peu ce choix-là, je ne sais pas si c'est un bon choix, ça sera peut-être une question pour après. On était vraiment trop nombreux, on était une trentaine sur un monolithe. On a commencé à découper un petit peu. Et en fait, le fait de découper n'empêche pas que les gens vont quand même aller taper dans la base du module d'à côté. En fait, on n'est pas loin, donc c'est assez facile. Donc, du coup, les gens, c'est pas parce qu'on est en microservice qu'on va s'empêcher de faire ça aussi. On est feignant, donc du coup, effectivement, comme disait Arnaud, on va se gêner des fois. Donc ça ne garantit pas grand-chose finalement le microservice et ça apporte tout un tas de problèmes. Alors, juste un point. Si jamais vous avez un de vos collègues qui passe par la base de données pour faire de la communication entre deux microservices, vous lui défoncez la gueule avec pédagogie, s'il vous plaît. Et empathie. Non mais en toute bienveillance, sincèrement, enfin, je veux dire, bien sûr, en étant sympa, mais à partir du moment où vous commencez à avoir des communications interservices qui passent par la base de données, vous êtes mort. Question, comme ça, j'ai mérité mon verre de rouge. Quelque chose à rajouter quand même, c'est que si, enfin, on a parlé d'une équipe de 35 personnes, ce qui me paraît quand même assez énorme. Un des gros problèmes qu'on peut rencontrer, c'est une communication déjà interéquipe. Enfin, un monolithe, 35 personnes, 35 développeurs, ça me paraît tout de même assez poussé, c'est énorme. Ce qu'on voit en règle générale actuellement, c'est qu'il y a quand même une pénurie au niveau des développeurs, je peux faire en parler, hein. Et on arrive à voir peut-être des gens qui n'ont pas forcément le bon mindset. Et en fait, le simple fait d'avoir des gens qui savent mieux communiquer entre eux, qui ont un meilleur mindset, qui peuvent comprendre les éléments expliqués à ce talk sans avoir besoin d'un cours magistral, qui ne sont pas issus des vendeuses de viande, je ne sais pas, pourrait permettre en fait d'améliorer la qualité logicielle. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'essayer de faire grandir nos développeurs, de les aider à comprendre ce qu'ils font aussi. Vous voyez, je le mérite au moins ce verre de rouge. Et comme ça, d'avoir des softs un peu mieux pensés. En fait, plus de pensée microservice ou autre, hein, de pouvoir penser qualité pour y arriver. Donc là, c'est ce que je voulais dire. Surtout, je voulais dire. Merci. Il y avait une question. Ah, tu veux rester jusqu'à la fin. Je complète un truc. J'ai des collègues récemment qui, du coup, ont fait un choix délibéré sur un gros projet de partir avec une seule grosse équipe et en cours de route, et qu'ils ont commencé à entrevoir les frontières de bande de contexte, on splitté, on fait deux équipes en cours de route. Mais c'est pas un truc qu'on obtient dès le départ, comme ça, de façon magique ou de façon automatique. Il faut aussi que le côté orga suive, ne serait-ce que pour améliorer la partie comme tu dis, la communication entre les développeurs, entre tous les protagonistes du projet. Le fait de faire des sous-équipes, des équipes différentes, ça aide en général. Alors si tu mets tout le monde dans la même pièce, qui sont 35 sur le même machin, c'est compliqué, quoi. Souvent, il y en a que 2-3 en fait, qui prennent la parole et les autres, ils la ferment. Alors, on parle beaucoup de microservices, il y a une mouvance là, des nanoservices avec les lambda. Dans quel cas vous l'utiliseriez? Est-ce que déjà vous l'utiliseriez? Et donc, oui, dans quel cas? Ça m'arrive de les utiliser. En fait, encore une fois, je ne suis jamais contre quelque chose. Voilà. C'est juste
J'essaie de dire, putain, mais utilisez votre cerveau avant de choisir une solution, tout simplement. Voilà. Il y a des cas où effectivement les lambda peuvent être utiles. C'est typiquement quand on a des trucs qui sont complètement autonomes, extrêmement petits, techniques, et effectivement on n'a pas envie de se prendre la tête. On pose, là dernièrement par exemple ce qu'on a fait c'est des systèmes qui transforment les logs à la volée. Voilà. Ça c'est parfait ce genre de truc. Donc, puis après aussi des fois on a fait des déploiements avec des parties qui étaient en site statique et donc on avait quelques petits éléments qui repartaient vers le métier qui passaient par des lambda comme proxy. Donc voilà, j'ai pas forcément grand chose contre. C'est juste qu'il faut faire gaffe quand on les utilise parce que vraiment l'énorme risque c'est de morceler son métier. Je pense que ça peut répondre à des problématiques aussi en termes de comment dire. Imaginons on a un SaaS, on fournit un service, si le service n'est pas très utilisé, on n'a pas forcément envie d'allouer beaucoup de ressources. Souvent c'est une solution à une optimisation, une volonté d'optimisation des ressources en fait ça. C'est une solution technique à un problème qui est plus technique que métier, moi je pense. Tout comme les microservices sont une solution technique à un problème d'orga. Chose qui n'est pas du tout intuitive en fait et que beaucoup de gens en fait comprennent pas ça. Et si vous êtes que 7, tout à l'heure je ne sais plus qui l'évoquait, si vous êtes que 5-6 développeurs et que vous voulez partir sur le microservice, non, vous êtes juste même pas assez pour supporter la charge supplémentaire qu'il va y avoir. C'est logo. Par contre, si vous sentez que vous grossissez pour des besoins X ou Y, tirés par le métier, il y a des bords d'étranté qui vont grossir plus que d'autres, ou qui vont évoluer plus vite, peut-être que vous avez besoin de grossir, peut-être que là, peut-être, il faudrait les envisager, peut-être. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère répondre à chaque fois qu'on me sort le mot-clé microservice. Peut-être combien, quels sont vos besoins, quelles sont vos douleurs, à quoi vous essayez de répondre, c'est quoi votre besoin vraiment. Si votre problème, c'est un monolithe avec une mauvaise qualité, la solution, c'est pas un microservice, c'est plus microservice, ça c'est sûr. C'est juste réapprendre à coder de façon qualitative. C'est la base de l'architecture. La base, bon, on parle microservice, aller au nanoservice, c'est un peu comme quand quelqu'un on dit on va arrêter de faire du Java, on va faire du Scala. Déjà, faites bien du Java avant de pouvoir faire du fonctionnel un peu plus poussé avec des langages de type Scala ou autre. Je dirais pareil au niveau microservice et nanoservice. Enfin, déjà, quand je vois la tête de certains microservices, j'ose même pas imaginer ce qu'il va y avoir en nanoservice. Peut-être enfin un vrai microservice au sens fonctionnel. Mais ça n'empêche pas. Je vais continuer dans les analogies. Ils étaient à la coke, ils sont passés au crack. L'espérance de vie diminue. Bon, beaucoup plus sérieusement, je rebondissais juste effectivement sur la problématique de la qualité, parce qu'on parlait du projet de refonte, parce que finalement les microservices apparaissent souvent dans ce contexte-là. Effectivement, avant même de réapprendre le métier qui devait être exprimé dans le logiciel, réapprendre à coder, ça va être une belle première étape. On va prendre une dernière question peut-être, puis après on va tous travailler et manger. Alors deux dernières questions, il y a une question qui était là, puis juste après... Je veux revenir au point de ne pas dépasser les frontières. Du coup, on a parlé d'analyse statique pour bloquer des continuous integration, on va dire. Du coup, là, on passe de la code review technique à une code review fonctionnelle. Et qui peut faire ça? Parce que nous, on a un comité d'API, par exemple, pour des nouvelles fonctionnalités. Et du coup, pour ce genre, est-ce que ça reste quand même valider le design pour ne pas dépasser les frontières, ou ça sera vraiment un sujet fonctionnel à part? Perso, je pars du principe que, en tout cas, si on a des idées en tête, il faut qu'il y ait une modélisation mentale partagée. Avant même de penser le code, il faut que tout le monde déjà parle le même langage, comprenne qu'il y a plusieurs contextes qui contournent ces langages, ce vocabulaire. Avant même, donc si vous avez des problèmes de frontières, en fait, théoriquement, vous pouvez déjà vous challenger et en discuter en fait. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y a des problèmes de frontières? Il y a une ambiguïté autour de certains termes. Peut-être qu'il y a besoin de rajouter du vocabulaire, peut-être qu'il y a besoin de rajouter des adjectifs pour essayer de se comprendre un peu mieux. Il faut vraiment être sûr que s'il y a un problème de frontières, quel est-il? C'est juste parce qu'en termes de code, il y a un module qui en utilise un autre? Ou est-ce que c'est parce qu'au niveau business, il y en a un qui dit A et l'autre qui dit B?
J'ajouterais à ce niveau-là, plus au niveau métier. J'aime bien l'exemple de Cyril par rapport à Amazon. À savoir, à un moment, on peut parler d'un client et on peut parler d'un destinataire. En fait, on arrive à deux contextes qui sont différents, à savoir le client qui a passé sa commande et le destinataire qui va se l'avoir livré. Si à un moment, vous commencez à avoir un terme pour un même objet, pensez à voir si justement vous n'avez pas dépassé une frontière, si vous n'êtes pas sur deux contextes différents. Donc c'est là où c'est intéressant. Je rejoins mon voisin ici présent. C'est un moment, il faut que vous parliez le même langage. Si vous avez ce type d'interrogation, ben, il est peut-être temps d'en discuter avec le métier et voir si vous ne dérivez pas un tout petit peu, vos frontières, comment dire, ne se touchent pas trop pour de mauvaises raisons. Et peut-être que vous avez, je dis peut-être, mal découpé le métier. Je suis sur le track. Tu peux faire bien fort pour que les gens du fond puissent t'entendre. C'était peut-être plus pour Arnaud. Tu as pas mal insisté sur le fait que quand on fait des microservices, quand il y en a un qui tourne, il y a tout qui se casse la gueule. C'est pas obligatoire. Ouais, mais tu as bien montré que ça pouvait bien se passer, même bien mal se passer. Moi j'ai l'impression que ça vient peut-être pas du microservice, mais ça vient du fait qu'on utilise HTTP et que si on utilise des queues, plus souvent, bah, c'est fait pour ne pas se casser la gueule, ça se tranquille, ça attend, on peut ouvrir le robinet doucement, et que bah, tout marche bien finalement, et que même si on n'est que trois, on est en train de faire des trucs complètement différents parce qu'on va mettre derrière nous, on en fait plein, d'avoir plein de microservices avec des cours sur les deux, ça. On a tout, le meilleur du monde dans les deux cas. Oui. Si les queues marchaient pour de vrai. Voilà. En fait, le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez l'intelligence dans les tuyaux, et ben l'intelligence, elle est dans les tuyaux. Donc si les tuyaux ils ont un problème, ils ont un vrai problème. Et c'est effectivement une solution, mais ça a aussi ses drawbacks. C'est-à-dire qu'on ne peut, même si on a Kafka au milieu, etc., on n'a toujours pas de garantie que Kafka peut réellement se péter la gueule. Un mec a priori, il a envie de l'acquiescer. Mais voilà, je veux dire, si jamais il y a des gens qui font du Kafka managé, etc., c'est horrible, vraiment. Voilà. Et la plupart des systèmes de queue, par exemple, nous, on a utilisé du PubSub de chez Google. On se dit, putain, c'est Google, ils font du PubSub, machin. C'était une merde infâme. Le nombre de messages qu'on a perdus, qui sont arrivés en double, etc., c'était catastrophique. Voilà. Et on s'en rend juste pas compte, parce que c'est des problèmes qui arrivent sous très forte charge, donc quand on est déjà dans la merde. Alors moi je trouve que c'est une excellente question sur le rôle en fait, des erreurs. Et en fait, le faire l'avocat du diable, et moi je trouve que un des intérêts des microservices, c'est justement de se poser la question des erreurs d'un point de vue métier. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en fait, déjà de sortir un peu de l'idée que il faut éviter les erreurs à tout prix, mais plutôt de se dire en fait, d'un point de vue métier, je parle bien, qu'est-ce que je fais en fait, si une erreur arrive. Est-ce que cette erreur justement, je vais dépenser des millions alors que le coût juste de l'accepter ou de la laisser arriver, ça va se compter peut-être en quelques milliers d'euros. Donc, de se dire effectivement, j'aime bien l'exemple et l'article j'ai oublié son nom, de Gregor Hopp sur Starbucks, en fait, où justement il montre que justement le Starbucks en fait fait pas de comité de face parce que justement les deux, le système de paiement, de prise de commande et le système de production, c'est-à-dire je produis du café, sont décorrélés et que on peut perdre un café, c'est-à-dire si on se trompe ou si on lance justement la production d'un café sans payer, c'est pas grave, ça va coûter quelques centimes, mais par contre, ce faisant, on augmente très fortement le débit. Et je trouve que c'est toujours intéressant en fait d'un point de vue métier de poser la question, ok, mais qu'est-ce qui se passe réellement si ça arrive, plutôt que de se dire effectivement l'erreur, je l'évite à tout prix, et donc ça rend en fait le système complet, je parle du système justement de la société, du business, plus résilient, parce que nous, de notre point de vue de Técos, effectivement, on se concentre sur les erreurs techniques, on fait plein de trucs pour essayer de les éviter ou de les traiter, etc. Mais justement, en remontant sur le domaine et la gestion des erreurs côté domaine, je pense que c'est très intéressant. D'ailleurs, on pourrait peut-être même faire une soirée spécialisée erreur du domaine, je pense que ce serait assez intéressant. Je vais juste revenir là-dessus. Souvent, en tant que développeur ou développeuse ou technicien, on s'interdit certaines erreurs. On se dit, mon système il va être nickel. Je dois gérer tous les cas, je dois rien perdre, si je perds, je fais une contre-mesure, etc. Et en fait, souvent, on construit des usines à gaz pour faire ça, alors même que si on avait pris le temps de parler avec les gens du métier, leur dire qu'est-ce qui se passe pour toi si on perd un message,
soit c'est très très grave, très emmerdant, on va trouver des moyens de contournement, soit bah, on peut trouver des compromis, et les compromis, c'est Greg Young qui a fait une keynote à la DDDX il y a quelques années, qui parle de ça très bien, en disant, souvent on complexifie nos logiciels à cause de corner case, à cause de cas à la marge qui arrivent genre une fois, 2 fois par an peut-être, pour un coût assez léger. Ce faisant, on a des softs qui deviennent une complexité effroyable pour gérer ces corner cases. Au lieu d'avoir un soft qui reste simple, et qui, pour les quelques cas où on perd les choses, etc., bah, c'est des compromis. Et là, c'est un humain. Il n'y a rien de mieux qu'un humain, parfois, pour gérer certains cas. Offrir un discount, offrir une ristourne au client qui n'a pas eu ce qu'il devait avoir parce que finalement, il y a un problème réseau, un problème de queue, etc. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose c'est culturel. Moi, j'ai l'impression. C'est culturel, c'est quelque chose qu'on s'interdit de faire beaucoup trop souvent. Et dans le DDD, moi, c'est un truc qui, voilà, je retiens de ça, c'est, bah, trouver des compromis. Métier, parfois, c'est même des opportunités. Je crois que c'est Jérémy Chassin qui parlait de ça, en disant, voilà, un système de réservation de chambre d'hôtel, s'il y a 2 demandes qui arrivent en même temps, alors on peut essayer de faire un système nickel chrome qui, en gros, qui s'assure que vraiment on répondra de manière consistante et oui à l'un et non à l'autre. Mais en fait, ce qu'il disait, c'est que parfois, c'est intéressant d'accepter les 2 demandes, de dire aux 2 personnes, ok, tu as ta chambre d'hôtel, de voir après que l'une des 2 demandes concerne une semaine entière, ou une famille entière, ou je sais, enfin, que sais-je encore, ou quelqu'un qui a un programme de fidélité, un client qu'on a envie de choisir plus que l'autre, pour se rendre compte après, bah, en fait, on va juste revenir, on va appeler la personne à qui on a dit oui, tu as ta chambre d'hôtel, et on s'est rendu compte que finalement il n'y avait qu'une place pour les 2, et dire, bah tiens, on va faire le choix métier de privilégier telle ou telle personne, d'expliquer en revanche, bah écoute, désolé, on n'a pas pu te faire une chambre d'hôtel, mais on t'offre un discount sur la prochaine fois, la prochaine visite, etc. Donc, ça, je trouve que nous, souvent techniciens, on s'auto-censure là-dessus, et on évite que ces discussions arrivent, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on investisse plus souvent. On présume beaucoup aussi. Parfois, on ne prend pas la peine de poser la question en fait de qu'est-ce qu'on devrait faire. Partir sur du microservice pour te pousser, pour te mettre un peu la merde devant les yeux, te dire ok, maintenant il faut que tu décides qu'est-ce qu'il faut que tu fasses dans tel ou tel cas d'erreur, ou tel cas que tu n'avais pas prévu, que tu n'as pas envie de gérer. Ça me semble un peu extrême. Ça part un peu trop loin. Par contre, je ne sais plus qui avait écrit ça, le fait de considérer les événements métiers, les erreurs comme des événements métiers, donc un peu un first class citizen en termes de décision quand on parle de DDD, le fait de pouvoir du coup se permettre de réagir par rapport à ces événements, c'est un truc qui en fait qui change en fait notre façon de modéliser. Si on parle du principe que les événements articulent toutes nos décisions dans un business, ou en tout cas dans la solution, le fait de considérer des cas non voulus mais probables, de les accepter et d'avoir les outils pour du coup réagir et en faire quelque chose d'intelligent en termes de modélisation, c'est ça qui est super fort. C'est pour ça qu'un des trucs dans le DDD, tout ce qui est event storming et les événements, c'est ça qui rend le truc intéressant, je trouve. Ça donne des prises, notamment dans le métier, ça lui rend visible des trucs sur lesquels ils peuvent se plugger et donner des idées. J'ai déjà fait des event storming avec des gens du marketing, ils n'en peuvent plus, leur cerveau bouillonne au bout de 2 heures. Je vous assure, c'est vraiment... je leur dis, là il se passe ça, on pourrait réagir à ça, ça t'intéresse? Oui, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, c'est incroyable. Quoi. Tu crois pas qu'ils ont l'air d'avoir soif, c'est chaud. Alors, merci pour votre attention et puis On a vu vous demander de venir un petit peu par là, on va enlever les chaises et je voulais juste dire merci à Anne-Sophie et à Océane qui ont organisé cette soirée, cet événement. Elles sont par là. Merci beaucoup, merci Anne-Sophie. Et vous vous servez dans les frigos, merci.